Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement, prenez votre tasse, c'est l'heure de notre rendez-vous du jeudi. Aujourd'hui on part pour l'Asie centrale, on s'envole pour un pays de steppes, de déserts, de montagnes grandioses et de cités mythiques, l'Ouzbékistan. Fermez les yeux un instant, imaginez des bazars grouillants de vie, l'odeur des épices, le son des caravanes et surtout, ces immenses dômes recouverts de mosaïques d'un bleu turquoise si intense qu'on croirait qu'ils ont volé un morceau du ciel. Mais pour comprendre ce pays fascinant, il faut remonter dans le temps. L'histoire de l'Ouzbékistan, c'est un livre géant dont les pages s'étendent sur des millénaires. Chaque période a laissé des influences et des traces pour former le mode de vie actuel. Tout commence à l'âge de pierre. Des bergers découvrent une terre fertile coincée entre deux fleuves puissants, l'Amou Daria et le Sir Daria. C'est le paradis pour leurs troupeaux. Ils s'installent, creusent des canaux d'irrigation et très vite la région attire l'attention des superpuissances de l'Antiquité. Vers 500 avant Jésus-Christ, le redoutable empire perse met la main sur la région. Ils y créent des provinces au nom qu'il faut rêver les archéologues, le Sogdiane, la Bactriane et la Khwarezmie. Puis, coup de théâtre en 330 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand arrive avec son armée, il conquiert Samarcande, qu'on appelait alors Marakanda, et l'histoire murmure qu'il n'a pas été charmé que par la position stratégique de la ville. Il serait tombé fou amoureux d'une beauté locale, la princesse Roxane. C'est le début d'un royaume incroyable, le royaume gréco-bactrien, où l'art grec se mélange aux traditions asiatiques. Ensuite, c'est un ballet incessant. Les Parthes, les Sakas, puis l'empire Kushan prennent le relais, apportant avec eux le bouddhisme. Imaginez-vous le brassage culturel, des temples bouddhistes, des hôtels zoroastriens, des églises chrétiennes primitives, tout le monde se croisait ici. À partir du IIIe siècle, les choses s'accélèrent. Les sentiers deviennent des autoroutes commerciales. Des cités oasis comme Samarcande, Bukhara ou Khiva explosent et deviennent les Wall Street de l'Antiquité. On appelle ça la route de la soie. C'est un nom qui fait rêver, n'est-ce pas ? Cette route légendaire a suscité tant de convoitises et a imposé l'Ouzbékistan comme un passage un peu obligatoire, qu'il soit caravanier jadis ou voyageur aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que le nom route de la soie existe depuis le 19e siècle seulement. C'est un chercheur allemand qui a inventé ce nom. En fait, dans cette région, il n'utilisait pas vraiment cette expression. On disait la route royale, la route principale du commerce ou la route des échanges. Entre le 4e et le 8e siècle, les ancêtres des Ouzbeks, les Sogdiens, étaient les véritables maîtres du monde commercial. Ils prenaient les soieries et les épices en Chine et les revendaient à prix d'or à la Perse et à l'Europe. C'étaient les rois du marketing de l'époque. Et puis au 8e siècle, tout bascule avec l'arrivée des Arabes et de l'Islam. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un déclin, bien au contraire. C'est le début d'un âge d'or époustouflant, du 9e siècle au 15e siècle. On assiste à une véritable renaissance en Asie centrale. Bukhara devient un cerveau intellectuel mondial. En médecine, il y a Avicenne. En mathématiques, Al-Khwarizmi. D'ailleurs, petit clin d'œil de ma part, le mot algorithme vient de son nom. Sans lui, je ne serais pas là pour vous parler aujourd'hui. En astronomie, Al-Biruni. Ces esprits brillants vont littéralement influencer l'Europe des siècles plus tard. Mais l'histoire a le sang chaud. Au XIIIe siècle, Gengis Khan et ses Mongols rasent tout sur leur passage. Il faudra attendre le XVe siècle pour qu'un homme relève le pays. Amir Témur, plus connu en Occident sous le nom de Tamerlan. Un conquérant féroce, certes, mais aussi un bâtisseur de génie. Il fait de Samarcande la capitale de son immense empire. Il fait venir de force les meilleurs artisans, architectes et peintres du monde entier. C'est à lui et à ses descendants, comme son petit-fils le brillant astronome Ulugh Beg, que l'on doit ces fameuses mosquées madrassas et mausolées aux carreaux bleus qui sont aujourd'hui classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Au XVIe siècle, les Européens découvrent les routes maritimes. Pourquoi s'embêter à traverser des déserts dangereux pendant des mois quand on peut prendre le bateau ? La route de la soie s'effondre. L'Ouzbékistan se divise en 3 khanats rivaux. Les khanats, ce sont les pays soumis à un khan, et se transforment souvent en guerre. Bukhara, Khiva et Kokand. Affaiblis, ils deviennent une proie facile. À la fin du 19e siècle, l'Empire russe engloutit la région. Et là on entre dans le chapitre soviétique de 1924 à 1991, une période assez compliquée. Moscou décide que l'Ouzbékistan sera l'usine à coton de l'URSS, on collectivise à outrance, on détourne les fleuves pour irriguer ces champs de coton avides d'eau. La conséquence ? La mer d'Aral s'assèche presque totalement. C'est l'un des pires désastres écologiques de l'histoire. Socialement, c'est dur. Répression religieuse, russification forcée, artisanat interdit ou relégué à la clandestinité. Pendant 70 ans sous le régime soviétique, l'Ouzbékistan a été coupé du reste du monde. Soyons justes, cette époque a aussi laissé des routes, des écoles et un excellent niveau d'alphabétisation. Mais le prix à payer pour l'identité ouzbèque fut immense. Mais l'Ouzbékistan est résilient. Le 1er septembre 1991, l'Union soviétique s'effondre et le pays proclame son indépendance. Les débuts sont rudes. Pendant 25 ans, le président Islam Karimov maintient un régime très autoritaire et maintient le pays dans un certain isolement pour garantir la stabilité. Mais à sa mort en 2016, son successeur, Shavkat Mirziyoyev, ouvre enfin les portes du pays. Aujourd'hui, l'Ouzbékistan respire.
Les réformes s'enchaînent. Les artisans qui avaient caché leurs secrets de tissage de soie ou de poterie pendant des décennies ressortent leurs vieux manuscrits et transmettent à nouveau leur art à la nouvelle génération. Le tourisme accroît. Le monde redécouvre la magie de la route de la soie et le fait d'être indépendant leur apporte l'ouverture au monde qu'ils ont connu autrefois. C'est une nouvelle possibilité de rencontrer et d'accueillir les autres. J'espère que cette plongée dans les steppes et les légendes ouzbèques vous a fait voyager depuis votre salon. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode du Café des Voyageurs pour une aventure au-delà des frontières.